Chers amis internautes, bonsoir. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Tout de suite, les principaux titres des informations à développer. Romuald Wadagni est le candidat de la mouvance présidentielle à la prochaine élection présidentielle d'avril 2026 au Bénin. L'actuel ministre d'État chargé de l'économie et des finances, chargé également de la coopération, a été désigné à l'issue d'un conclave politique tenu ce week-end par les grands partis politiques de la majorité présidentielle. Retour dans cette édition sur le parcours qualifié d'exceptionnel du dauphin de Patrice Talon et suivez également dans la même veine quelques impressions recueillies à chaud. Pour des élections libres et pacifiques au Bénin en 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat, grâce à l'appui de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale IDEA et la coopération canadienne, a organisé cette semaine à Cotonou un atelier de renforcement des capacités opérationnelles des parties prenantes au processus électoral sur la protection des élections. Le point dans ce JT des JT. Le coach de l'équipe nationale Gernot Rohr a publié la liste des 25 joueurs appelés pour disputer les 7e et 8e journées des qualifications à la Coupe du Monde 2026, zone Afrique. Entre retours remarqués, confirmations rassurantes et nouvelles têtes prometteuses, la sélection béninoise s'apprête à jouer une étape capitale dans la course au mondial. Bonsoir à nouveau, chers amis internautes. Comme je vous l'annonçais dans le sommaire de cette édition, Romuald Wadagni est le candidat de la mouvance présidentielle à la prochaine élection présidentielle d'avril 2026 au Bénin. L'actuel ministre d'État chargé de l'économie et des finances, chargé également de la coopération, a été désigné à l'issue d'un conclave tenu ce week-end par les grands partis politiques de la majorité présidentielle, à savoir l'Union progressiste Le Renouveau UPR et le bloc républicain BR. Le choix de la coalition au pouvoir, validé par le président Patrice Talon, met fin aux spéculations qui entouraient sa succession. Romuald Wadagni apparaît ainsi comme le profil retenu pour incarner la continuité des réformes engagées depuis 2016, tout en apportant l'image d'une relève générationnelle. Selon certaines indiscrétions, cette désignation, autant pour moi, traduit la volonté de concilier jeunesse, compétences et expérience gouvernementale. Ministre des Finances depuis 2016, Romuald Wadagni s'est imposé comme l'un des piliers de la politique économique du régime de la rupture. Si ce choix venait à être confirmé par les urnes, il constituerait une première dans l'histoire du renouveau démocratique béninois. Pour la première fois, un candidat officiellement investi par une coalition politique accéderait à la magistrature suprême. La désignation officielle de Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance présidentielle pour le scrutin du 12 avril 2026 nourrit la curiosité de bon nombre de Béninois sur le parcours de l'homme, ses compétences et ses qualités. Je vous invite à suivre cette réalisation de Francis Olafarami qui nous présente le probable prochain président de la République du Bénin. Si demain je veux retourner chez Deloitte, c'est très facile. Si demain je veux monter je suis un expert comptable, je veux monter ma boutique et faire du conseil ou de l'expertise comptable, je peux le faire. Donc pourquoi voulez-vous alors que j'ai des préoccupations importantes, me concentrer sur... Non. Vous êtes un ministre en vue au Bénin. Tidjane Thiam, qui était dans notre studio il y a quelques mois, avait dit à propos de la présidentielle en Côte d'Ivoire, reposez-moi la question en 2025. On vous repose la question en 2025 ou 2026? Non, ne me reposez même pas la question. Né en 1976 à Lokossa dans le sud du Bénin, Romuald Wadagni est le fils d'un statisticien économiste originaire du Mono-Koufou. Après un master décroché en France à Grenoble, dont il sort major, il prend la route des États-Unis où il devient expert comptable certifié et parachève sa formation à la Harvard Business School. Un parcours académique qui lui ouvre les portes de la Deloitte, un des plus grands cabinets d'audit dans le monde. En 17 ans,
Romuald Wardani va y forger une réputation de technicien rigoureux et ambitieux et va ensuite gravir tous les échelons jusqu'à devenir en 2012 l'un des plus jeunes associés du groupe en France avant de prendre la tête du développement africain du cabinet. En tant que chargé de l'expansion africaine du cabinet, il va contribuer à structurer les activités de Deloitte dans plusieurs pays du continent tels que le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Gabon. Il va notamment ouvrir de nouveaux bureaux en République démocratique du Congo. 2016, Patrice Talon accède à la présidence de la République du Bénin. Il fait alors appel à ce profil atypique. Profil repéré lors des rencontres organisées par la diaspora béninoise. À 39 ans, Wardani devient ministre de l'économie et des finances. Une nomination qui est saluée comme un signe de rupture. Le président béninois porte son choix sur un technocrate de haut vol, sans carrière politique préalable, avec pour mission de redresser les finances publiques. Dès son arrivée, Romuald Wardani imprime sa marque, rigueur budgétaire, orthodoxie financière, digitalisation au pas de charge pour réduire la corruption. Ces méthodes, inspiré du secteur privé, séduisent très vite les bailleurs internationaux qui voient en lui un interlocuteur fiable. 2021 signe un second mandat pour Patrice Talon. Romuald Wardani est reconduit à son poste avec le rang de ministre d'État. En pratique, le ministre des Finances béninois devient l'un des hommes de confiance les plus proches du chef de l'État. Il est souvent présenté comme l'homme fort du gouvernement. Début 2023, les responsabilités sont plus étendues. Patrice Talon décide de lui confier la supervision de la coopération internationale ainsi que des questions liées aux affaires de défense, en l'occurrence le financement de la sécurisation du nord du pays face aux menaces terroristes. Au-delà du Bénin, Romuald Wardani s'impose sur la scène régionale. De 2018 à 2020, il préside le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africain UEMOA et participe aux discussions sur la réforme du franc CFA allant jusqu'à parapher l'accord marquant une étape décisive dans le processus. En sa qualité de gouverneur du Bénin auprès du Fonds mondial international et de la Banque mondiale, il s'est distingué par son plaidoyer en faveur de financement climatique adapté aux réalités africaines. À contre-courant de la majorité de ses homologues, le ministre béninois a refusé de soutenir l'idée d'une annulation pure et simple de la dette africaine pendant la pandémie de Covid-19 car il estimait que cela enverrait un mauvais signal au marché. Les faits lui donneront raison. Quand en effet, de nombreux pays ayant obtenu des moratoires ou plaidé pour l'effacement ont par la suite subi des dégradations de leur note souveraine quand le Bénin, lui, voyait sa signature renforcée. Dans la nuit du 30 au 31 août 2025, la mouvance présidentielle a tranché. L'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain ont désigné Romuald Wardani comme candidat à la présidentielle de 2026. À 49 ans, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances du Bénin devient ainsi donc l'héritier politique de Patrice Talon, ce qui va ouvrir une nouvelle phase dans la vie publique de Romuald Wardani. Depuis quelques mois déjà, son nom circulait avec insistance sur les lèvres de nombreux Béninois. Néanmoins, à l'issue d'un conclave organisé par le chef de l'État le samedi 30 août, c'est Romuald Wardani qui a été désigné. En le choisissant pour le succéder, Patrice Talon envoie un signal clair, celui de la continuité économique. Et Romuald Wardani incarnerait cette rigueur, cette stabilité et cette crédibilité, autant d'atouts pour maintenir la confiance des investisseurs et partenaires internationaux. Dans la même veine, le président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, Joseph Fifame Diogbenou, a officiellement apporté son soutien à Romuald Wardani, désigné candidat de la mouvance présidentielle pour la présidentielle prochaine au Bénin. Dans un message publié ce dimanche 31 août 2025 sur sa page Facebook, l'ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, actuel président du plus grand parti politique au Bénin, notamment l'Union progressiste Le Renouveau, Joseph Diogbenou a affirmé, je cite, « Il est mon candidat », fin de citation. Selon lui, l'actuel ministre d'État incarne la continuité des acquis du régime de la rupture et la garantie d'une transformation durable du Bénin sur les plans économiques, infrastructurels, culturels et agricoles. Le bloc républicain de son côté, selon un communiqué rendu public ce dimanche 31 août 2025, expose les raisons de son choix sur Romuald Wardani comme candidat à l'élection présidentielle du parti politique. Un choix qui résulte d'une analyse approfondie des enjeux et des critères de victoire. À en croire la correspondance, la désignation a été faite à la faveur d'une session extraordinaire d'une réunion du bureau exécutif national du bloc républicain BR tenue sous la présidence de son président Abdoulaye Biotchane. Le BR justifie son choix de par le parcours exceptionnel de l'homme et sa capacité à allier compétences, rigueur technocratique et management opérationnel
essentiel pour relever les défis de développement du Bénin. À présent, chers amis internautes, je vous invite à suivre les impressions de quelques citoyens rencontrés ça et là dans les communes de Parakou, de Perere et Ndali, une production de Dabarou TV. Je crois que le choix de M. Obiade comme candidat de la mouvance, d'abord personnellement, c'est une satisfaction, une fierté, et je suis très content parce qu'il faut quelqu'un de ferme pour pouvoir continuer l'œuvre que le président Patrice Talon a entamée. Et comme on le disait dès le départ, il faut que la dynamique continue. Je constate que la dynamique va continuer et peut-être même mieux, parce que le président certainement serait encore là en train de jouer le coaching et pour le nouveau jeune président. Le président Patrice Talon encore vient une fois de tenir à sa promesse, la promesse qui est vraiment de renouveler la classe politique, de passer la main à la jeune génération. Et je crois qu'avec M. Romuald Wadayi, je crois que les promesses ont tenu. Toute la jeunesse, mouvance, opposition, doit suivre ce choix-là. Parce que je crois qu'avec ce monsieur, et comme futur président, je crois que c'est la jeunesse qui gagne. Qui vous souvient ici, les oiseaux de mauvaise augure disaient que le président Patrice Talon ne partira pas, il veut s'éterniser au pouvoir, il veut réviser la constitution, il ne veut pas partir. Voilà déjà, il vient encore de surprendre ses ennemis, parce qu'il ne veut pas les appeler des adversaires. Donc, en dehors de ça, il a encore surpris une deuxième fois, parce qu'il a porté son choix sur la jeunesse. Le ministre de l'économie et des finances, Wadayi Romuald, c'est un jeune. Donc déjà, il a monté combien de fois, il a à cœur la jeunesse. Donc, et quand on regarde déjà le profil du ministre de l'économie et des finances, c'est quelqu'un qui peut encore relever les défis qui s'imposent. D'abord, il a eu à faire 10 ans avec le président Patrice Talon, donc il connaît beaucoup le pays, et il n'a pas occupé pendant ces 10 ans n'importe quel poste. Donc il est l'agentier du pays. Donc il maîtrise le pays et il sait déjà en termes d'investissement, là où il y a les priorités, ce qu'ils ont pu faire là où ils sont. Donc déjà, il n'aura pas de problème pour eux pour pouvoir succéder à Talon. D'abord, la population de 90% des jeunes, donc c'est un bon choix de choisir un jeune. Surtout que au Bénin, tout le monde disait que le président Talon ne voulait pas partir. On disait qu'il ne voulait pas partir. Si aujourd'hui il choisit de faire comme un jeune, d'abord ça donne confiance d'abord. Ça nous donne confiance parce que tout le monde disait qu'il ne voulait pas partir. Les avantages de Romuald Wadayi, d'abord c'est un jeune. Et je vous ai déjà dit ça. 90% de la population sont des jeunes. D'abord c'est un bon choix pour nous. C'est un très bon choix, c'est un jeune. Et on souhaite qu'il travaille comme le président Talon. Parce qu'il a fait un bon travail, que son défi aussi soit vraiment comme lui. Et ce que nous souhaitons. Le peuple béninois, ce que je le souhaite, c'est que nous tous nous choisissons Wadayi comme président de la République 2026. Qu'on l'accompagne, qu'on l'encourage, comme on l'a fait avec le président Patrice Talon. Mais il ne faut pas qu'on oublie la femme. La vice-présidente était une femme. Mais il ne faut pas qu'on oublie de prendre une femme comme vice-présidente. Pourquoi pas moi? D'abord, c'est de remercier d'abord le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a su réellement avoir une bonne vision, qui est le système partisan, qui montre discipline et structuralisation au niveau de chaque parti politique aujourd'hui. Et pour ce qui est du choix de Romuald Wadayi, le ministre Romuald Wadayi, pour être le candidat de la mouvance, quoi de plus intéressant de savoir que c'est un jeune qui connaît la maison, quelqu'un qui connaît la maison, qui veut prendre les règnes. Parce que je dis prendre les règnes parce que je suis de la mouvance politique. Et lorsqu'on va aux élections, c'est pour pouvoir aller gagner. Donc c'est le souhait que nous avons aujourd'hui. C'est que la mouvance que nous appartenons puisse prendre les règnes de ce pays encore. Et c'est une continuité. Une continuité. Romuald Wadayi,
l'agentier béninois, qui connaît réellement la maison, qui connaît chaque projet du pays, qui connaît la vision du chef de l'État, qui maîtrise réellement cette vision prônée ensemble par ces deux partis, il pourra faire l'affaire. Et pour tout jeune qui doit se ressentir aujourd'hui fier de donner, que réellement le chef de l'État est en train de donner la chance à la jeunesse pour pouvoir montrer ses preuves. Il a donné la chance à la jeunesse de montrer ses preuves en tant que ministre. Il est en train de donner aussi aujourd'hui, avec plusieurs ministres jeunes, aujourd'hui il donne la chance à la jeunesse d'être à l'échiquier réellement pour aller chercher la présidence. Avec Romuald Wadaye à la tête du pays, d'abord un expert en son genre, un économiste hors pair et qui connaît réellement les réalités de notre pays et qui chaque fois a été envoyé pour pouvoir trouver des financements à ce pays. Il faut rendre grâce. Il faut rendre grâce. Je pense que tout jeune doit se sentir à l'aise et remercier l'Éternel qui veut nous donner cette jeunesse, ce jeune comme président de notre pays. Pour ceux qui doutent encore du départ du chef de l'État, je pense que la balle est lancée aujourd'hui. Et pour ceux qui veulent encore voir cette continuité que ces ouvrages que nous voyons au niveau de notre pays, doivent se lever réellement pour pouvoir supporter cette candidature. C'est une candidature que je trouve qui n'est même pas de la mouvance seule. Pour quelqu'un réellement qui se sent, qui veut du développement de ce pays, doit suivre cette candidature, doit accepter cette candidature et doit être partant pour Romuald Wadaye. Depuis 2016 que le ministre Wadaye a en charge le portefeuille de l'économie, le Bénin a eu des progrès. Donc, au plan national et international, le Bénin est reconnu dans ses avancées et il a pu stabiliser notre économie durant ces 9 ans, disons durant ces 10 ans de pouvoir. Donc vraiment, c'est un mérite pour le Bénin et c'est un satisfait pour le président Patrice Talon et pour son gouvernement. Nous allons nous mobiliser autour de ce choix de l'unité, surtout nous les jeunes, pour qu'au soir des élections de 2026, pour que Wadaye soit le successeur de Patrice Talon. Le choix porté sur Wadaye n'en pouvait en être autrement. Le président Talon a toujours misé sur la jeunesse qui constitue donc la couche majoritaire de notre pays. Les avantages sont énormes. Il fera partie des plus jeunes présidents d'Afrique. Et les compétences de Wadaye ne sont plus à démontrer. Il a déjà fait ses preuves en étant ministre de l'économie et des finances. Il a fait ses preuves et il a hissé notre pays à un niveau très haut. Je voudrais demander à ce que chacun garde son calme et que les élections présidentielles de 2026 se passent dans la paix, que nous soyons tous des ambassadeurs de la paix et que inévitablement la victoire sera notre parce qu'il n'y a pas de doute qui tienne, c'est la victoire. Le ministre de l'économie et des finances, M. Wadaye, c'est le candidat de la victoire. Tout d'abord, je remercie le président de la République, Patrice Talon, qui a fait son choix sur Wadaye. C'est un président qui surprend toujours les adversaires en face. Les gens disaient qu'il a fait 10 ans, il ne veut pas partir, mais il a surpris tout le peuple. Et le choix de Wadaye, c'est un choix du peuple. Tout d'abord, il a fait 10 ans avec le président de la République, donc il connaît déjà le pays. Et par ses actions qu'il a menées, vraiment, c'est un bon choix. Parce que sur le plan national comme sur le plan international, en matière de finances, il a montré de quoi il est capable. Il a montré que vraiment c'est quelqu'un qui peut garder le pays. Et le choix de Wadaye, c'est un choix de la jeunesse. Parce que vous avez constaté maintenant que la jeunesse fait 50% de la population. Donc, on voit déjà que le président de la République a la jeunesse en cœur, pour que la jeunesse évolue. Maintenant, en toute chose, c'est la jeunesse. Et il a fait son choix sur la jeunesse. Vraiment, c'est notre rêve, et notre rêve est réalisé. J'exhorte au peuple béninois de soutenir
le choix du président de la République de soutenir Wadayi pour avoir la continuité. Revenons à l'actualité au bloc républicain. Après 8 mois de suspension, l'ex-ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Sam Seydou Adambi, retrouve ses fonctions au sein des instances dirigeantes du parti politique. La décision a été officialisée ce dimanche 31 août 2025 à l'issue de la deuxième session extraordinaire du Bureau exécutif national. 2 autres cadres, Joël Bossikounon et Bertin Lokossou, ont également été réintégrés. Suspendu en janvier 2025 pour action solitaire jugée contraire au texte du parti, Sam Seydou Adambi avait alors été accusé de fragiliser le fonctionnement du bloc républicain à la veille des grandes échéances électorales. Intéressons-nous à présent aux activités de la Commission électorale nationale autonome Sénat pour des élections libres et pacifiques au Bénin en 2026. Grâce à l'appui de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale IDEA et la coopération canadienne, l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin a organisé à Cotonou du 26 au 28 août dernier un atelier de renforcement des capacités opérationnelles des parties prenantes au processus électoral sur la protection des élections. Le reportage avec Setondé Larius à Djagbenon. Pour des scrutins apaisés au Bénin, la Commission électorale nationale autonome Sénat renforce les capacités opérationnelles des parties prenantes au processus électoral sur la protection des élections lors d'un atelier de 3 jours initié en partenariat avec l'international IDEA et la coopération canadienne. Les travaux ont démarré le mardi 26 août 2025 à Cotonou. C'est pour identifier et prévenir les facteurs de risque, évaluer et mettre en place les mesures préventives et correctives susceptibles de garantir la sincérité et la crédibilité des prochains scrutins dans notre pays, que la Sénat a invité la présente rencontre, qui constitue également un espace qui nous permettra d'avoir une compréhension commune des meilleures pratiques en matière de protection des élections. Ces pratiques et normes électorales permettront de garantir le principe que chaque vote compte, que les résultats reflètent fidèlement la volonté du peuple et que les élections sont transparentes et équitables. Les travaux vont conduire à la mise en place d'un cadre intégré pour la protection des élections, notamment en matière de gestion des risques, du renforcement de la résilience et de la gestion de crise. Ces ateliers, offerts pour la première fois dans un pays francophone, ont pour objectif de soutenir les organismes de gestion électorale et d'améliorer les processus électoraux dans le pays qui en font la demande. Il vise à fournir des outils pratiques, approfondir les connaissances et offrir des opportunités de réseautage pour encourager une participation démocratique, pacifique et renforcer l'intégrité des élections. Nous sommes convaincus que cet atelier offrira à chacun d'entre vous l'opportunité de renforcer la protection et la promotion des élections démocratiques au Bénin. Ensemble, nous pouvons consolider les piliers de la démocratie. Les partis politiques et les organisations de la société civile ont salué cette initiative de la Sénat. Nous voyons que la Sénat ne cesse d'améliorer des efforts pour que nous ayons des élections générales paisibles et très inclusives. C'est un atelier qui va permettre à tous les Béninois, surtout la société civile, de travailler en synergie pour la protection des élections au Bénin. Je voudrais, au nom du parti, au nom de ses responsables, féliciter la Sénat pour toutes les initiatives qu'elle prend dans le cadre des élections inclusive, transparente et paisible. Et remercier également les partenaires qui ont financé cette activité, qui ont accompagné la Sénat pour la tenue de cette activité. Avant le Bénin, l'international IDEA a mis en œuvre 3 projets pilotes du nouveau cadre en gestation au Panama, en Finlande et en l'île Maurice.
D'une activité à une autre, la Commission électorale nationale autonome Sénat a réuni à son siège vendredi dernier les parties prenantes au processus électoral pour une séance d'information et de sensibilisation sur le recrutement des agents électoraux. Le point des échanges avec Francis Ola Fahami. La Commission électorale nationale autonome Sénat maintient la dynamique de la digitalisation de ses activités. E-recrutement, c'est la nouvelle plateforme numérique qu'elle a présentée aux parties prenantes au processus électoral lors d'une séance d'information et de sensibilisation. Cette plateforme est plus qu'une simple application. C'est un outil qui renforce notre souveraineté numérique, notre transparence et notre capacité de supervision nationale en temps réel. Ce projet est un pas de plus vers une démocratie béninoise plus forte et plus fiable. Mais la technologie n'est que moyen. Votre adhésion, votre compréhension et votre collaboration sont les véritables clés du succès. Des fonctionnalités de la plateforme au processus d'inscription en ligne des agents électoraux, représentants des partis politiques, des organisations de la société civile, des ministères et institutions concernés ont découvert cette innovation. La plateforme gère l'agent électoral depuis le dépôt de son dossier jusqu'à sa prise de fonction, sa formation, l'exercice de ses fonctions et l'obtention de son certificat de service fait. Le système offre à chaque agent un espace auquel l'agent peut accéder à partir de son LPI et son numéro de téléphone fourni lors de l'inscription. Les principaux partenaires de la Sénat, dans le cadre des élections, lui tirent un satisfecit. Nous sommes fiers du travail qui est fait. Vous avez vu les interventions unanimement, les gens sont salués ces évolutions au cours de la Sénat. Il y a eu quelques préoccupations. Moi, personnellement, je tenais à leur dire que ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire ne pouvaient pas renseigner leur lieu de résidence sur la plateforme. Ce qui a été confirmé, ils l'ont déjà corrigé. Deuxièmement, je voulais savoir si un postulant pouvait choisir 2 lieux d'affectation. Donc, à l'étape actuelle des choses, ils m'ont dit non. Mais peut-être, pourquoi pas? C'est une très belle avancée. Surtout qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et qu'on tente à passer de plus en plus à la digitalisation d'un certain nombre de services. Donc, pour moi, c'est une très belle innovation. Ce qu'on va souhaiter, c'est véritablement que, bien que le système soit numérique, qu'il y ait la transparence nécessaire pour que les populations ou toute personne qui souhaiterait vraiment se faire enregistrer ait un accès facile pour ça. Hormis l'inscription en ligne, les citoyens ont la possibilité de déposer leur dossier de candidature concernant les membres de postes de vote auprès des agents de la Sénat du 5 au 19 septembre 2025. Les membres du cabinet de l'honorable Edmond Agua ont présenté vendredi dernier au Champ d'Oiseaux de Cotonou un pamphlet qui résume quelques articles clés du code électoral actuellement en vigueur en République du Bénin. Une initiative qui vise à éclairer les populations sur les nouvelles dispositions qui régentent le cadre légal des élections au Bénin à quelques mois des échéances électorales de 2026 afin de lever tout équivoque et garantir une meilleure vulgarisation des textes. Le compte rendu avec Comlan Quentin Amoussou. Ce pamphlet, élaboré par l'honorable Edmond Agua et les membres de son cabinet, est mis à la disposition de la population ce vendredi 29 août 2025 au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Il comporte des explications sur les articles clés contenus dans les lois numéro 2019-49 du 15 novembre 2019 et celle du 15 mars 2024, relative au code électoral en République du Bénin. Ceci, suite au constat fait par l'honorable Agua. Il en a déduit que les populations à la base, même certains hauts cadres à divers niveaux, ignorent royalement nos textes et lois, bases sur lesquelles les décisions importantes se prennent lors des scrutins. Malheureusement, beaucoup d'entre nous vont vers les urnes avec de faux préjugés, les conduisant vers de mauvaises décisions de vote.
Pour aider les populations à procéder à un vote utile, ce factum renseigne sur les fondamentaux du code électoral en vigueur au Bénin pour les élections générales de 2026. Sur l'article 184 non modifié, au sujet de la désignation des chefs de village ou de quartier de ville, désormais, les chefs de village ou de quartier de ville seront désignés par le parti politique ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages dans le village ou quartier de ville concerné, à condition d'avoir réuni les 10% de suffrages exprimés au plan national. C'est ce que prévoit la loi portant code électoral numéro 2019-43 du 15 novembre 2019. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que désormais, les micro-partis politiques, les partis détaillants et les partis régionaux auront 0 désignation, 0 CV ou chef de village et 0 chef quartier parce qu'ils n'auront pas pu réunir les 10% requis au plan national. Chers invités, retenez donc désormais que sur le plan national, aucun micro-parti politique, aucun parti détaillant n'aura d'élus au niveau des villages, ni au niveau des communes, ni au niveau de l'Assemblée nationale. Un travail apprécié par des acteurs politiques, des organisations de la société civile et autres parties prenantes représentées. Vous avez fait un travail scientifique qui sert à tout le monde. Même le BRUPR, quand vous entendez parler de micro-partis, c'est que vous avez la vague impression que BRUPR, elle descend déjà sortie de l'auberge. Les dispositions de cette loi-là ne sont pas faciles à remplir. Donc ça ne concerne pas que Moël, Bénin et autres. Ne parlez plus de micro-partis parce qu'il n'y a pas de grand parti. Le seul grand parti dans ce pays aujourd'hui, c'est l'abstention. Je voudrais une fois de plus vous remercier du travail que vous avez fait et vous demander de ne pas vous arrêter seulement à la loi électorale. Nous ne pouvons que dire merci à l'honorable Edmond Agua, avec tous ceux-là qui ont fait le travail avec lui, parce que c'est une première, comme quelqu'un l'a dit. On est là, peut-être pas pour la censer, mais on doit lui dire merci, merci, merci. Ce document, mis à la disposition de la population, intervient à quelques mois des élections générales de 2026 au Bénin. Le Bénin a commémoré le samedi 23 août 2025 à Ouidah la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, JISNA. Instituée par l'UNESCO, cette commémoration s'est tenue au pied de la porte du non-retour, lieu hautement symbolique où des millions d'hommes, de femmes et d'enfants furent arrachés à leur terre pour la traversée transatlantique. Placée sous le thème, je cite, « Mémoire, résilience et avenir », honorer les victimes, construire pour demain, fin de citation. L'édition 2025 a réuni autorités, chercheurs, acteurs culturels et membres de la diaspora dans une démarche de mémoire et de transmission. La cérémonie a débuté par un moment de recueillement avant de laisser place à une conférence inaugurale sur le thème, je cite à nouveau, 182 ans après le Clotilda, mémoire et survivance culturelle du Bénin et de l'Afrique à Africa Town, fin de citation, une production de la télévision nationale. Un silence assourdissant pour écouter leurs murmures. Celui de ces millions d'enfants, d'hommes et de femmes victimes de la traite négrière. Ce 23 août, le Bénin rend hommage, comme chaque année, à ses ancêtres déportés. Le Bénin, terre de cicatrices et de mémoire, se joint à cette commémoration, non pas seulement parce qu'elle est inscrite dans le calendrier mondial, mais parce que notre sol porte encore les stigmates de cette tragédie et que nos cœurs en gardent l'écho. Mémoire, résilience et avenir. Honorer les victimes, construire pour demain. Le thème de la célébration de la JISNA cette année est une boussole. Il nous enseigne que ce souvenir ne suffit pas. Il faut transmettre, guérir et bâtir.
Cette journée, c'est à la fois un espace de transmission de mémoire et de réflexion. À travers elle, des liens se renforcent avec la diaspora afro-descendante. Oui, nous avons tout quitté, nous avons tout vendu en Martinique pour répondre à l'appel puissant de nos aïeux qui ont tant pleuré, qui ont tant crié pour revenir chez eux. Et c'est en leur honorable et précieux nom que nous sommes là, ici, sans regret, et que vous, les afro-descendants, avez traversé l'océan pour réparer les torts de l'arrachement. Chers frères, chères sœurs de la diaspora, la cérémonie de ce matin nous permettra sûrement d'échanger, de discuter entre nous, de parcourir ensemble notre histoire, une partie de notre histoire, pour reconstruire notre histoire et notre avenir ensemble. Au programme de cette journée, débats citoyens, animation culturelle, marche silencieuse et lâcher de colombes. Le Palais des Congrès de Cotonou a abrité du 22 au 30 août 2025 la 19e édition du Salon national de l'artisanat du Bénin SNAB, entre tradition et modernité d'une part et d'autre part création et innovation. Les artisans béninois ainsi que bien d'autres venus des pays de la sous-région ont eu à exposer leur savoir-faire au public béninois. Romaric Djesugogbenou y était pour le compte rendu de ESAE TV, pour le compte notamment de ESAE TV. Voici son constat. Au Palais des Congrès de Cotonou, le savoir-faire artisanal béninois est à l'honneur. La 19e édition du Salon national de l'artisanat du Bénin réunit des centaines d'exposants venus des 4 coins du pays. Ici au salon, nous avons exposé les chaises escabeaux, la chaise qui est en même temps un escabeau. Nous y avons amené aussi une vitrine pliante. Et nous avons amené également des planches à découper, des sellettes, des tables pliantes. Et dans le stand, il y a également des ustensiles de cuisine en terre cuite. Nous faisons un peu de tout en ce qui concerne le tissage. Les nappes de table, des pailles pour des tenues de sortie, toutes sortes de tenues, même des tenues de mariage. Nous faisons des tableaux avec des pailles tissées. Nous faisons des écharpes pour les conseillers de la République. Des stands coloris, des créations originales et une ambiance festive. Un véritable voyage au cœur de la créativité nationale. Entre création et innovation, les acteurs du secteur, de véritables artisans à l'œuvre. À travers ces créations, c'est toute la richesse et la diversité du patrimoine béninois qui s'expriment. Je suis en train de faire le tissu tissé, la toile tissée à 100% coton bio sur la grande largeur. Le métier, elle a la capacité de 1,50 m de largeur, mais la longueur est indéfinie. Mener une œuvre qui parle de l'histoire du Bénin. Est-ce que vous voyez? L'œuvre parle de l'histoire du Bénin et en venant ici dans mon stand, vous allez voir une œuvre qui parle du Piaget. Nous avons des bracelets, des sacs d'âme bien perlés, des porte-clés, des bijoux et même des bijoux en or et des boucles d'oreilles en raffia, des tenues perlées aussi. Le Salon national de l'artisanat du Bénin reste un carrefour incontournable où tradition et modernité se rencontrent. Les artisans d'aujourd'hui bâtissent l'avenir.
Le chantier du marché urbain de Wando, situé dans le 5e arrondissement de la ville capitale, celle de Porto Novo, est en voie d'achèvement avec une livraison prévue pour octobre-novembre 2025. Pour s'assurer que les travaux de construction se déroulent bien, le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Gbéounou Vlavonou, s'est rendu sur le chantier mardi 26 août dernier afin de constater de visu le niveau d'avancement des travaux de construction. D'un coût global de 23 milliards de francs CFA, ce marché s'étend sur 3,5 hectares et comprend 9 blocs R+1 reliés par des passerelles ainsi qu'un bloc administratif au rez-de-chaussée. La surface aménagée par le paysager et le parking couvre 6661 mètres carrés, une production notamment de la télévision Hémicycle. Érigé sur un domaine de 3 hectares et demi, le marché de Wando, encore en chantier, a vu le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéounou Vlavonou, fouler son sol dans l'après-midi de ce mardi, aux côtés du numéro 1 des députés, le maire de Porto Novo. Ensemble, ils ont sillonné compartiment par compartiment ce lieu d'échange commercial totalement modernisé. Après la ronde, le président de l'Assemblée nationale dit toute sa satisfaction. Ce que j'ai vu est extraordinaire. Je ne savais pas qu'à l'intérieur de ce marché, qu'on pouvait dégager plus de 3 hectares et demi et judicieusement exploité avec un niveau supérieur. Cela m'a permis de voir l'ampleur et l'envergure de ce chantier. C'est le plus grand marché forain de tous les marchés à construire ou en construction au Bénin, en dehors du gros qui est à Calavi. C'est un marché qui va abriter plus de 4000 marchands, plus de 4000 occupants, avec tout le confort qu'il faut et avec toutes les commodités qu'il faut. Toujours sous le charme du marché dont la finition est prévue dans quelques mois, l'autorité parlementaire rend un bel hommage au chef de l'État, artisan clé de la transformation du marché Wando en un joyau. Je pense qu'il faut saluer la vision du chef de l'État. Il faut saluer la vision de Patrice Talon qui réserve toujours à notre capitale, Porto Novo, le plus gros des projets. Quand bien même ça parcourt tout le pays, moi je suis fier que Porto Novo, la capitale, est la plus grosse part. Et je voudrais l'en remercier. Avec environ 4000 places disponibles, le marché Wando, avant même sa réouverture, prend déjà l'allure d'un environnement économique performant. Dans le cadre de la libération des berges lagunaires de Cotonou, une centaine d'occupants recensés ont reçu leur chèque d'accompagnement social le mercredi 8 août 2025 à Akpakpa. Cette démarche, qui s'inscrit dans la politique d'assainissement et de réaménagement urbain, vise à concilier sauvegarde du domaine public et soutien aux populations affectées. Une preuve que l'opération allie fermeté dans la protection du domaine public et souci d'équité envers les populations concernés. En effet, un recensement minutieux réalisé par un expert a permis d'identifier 564 occupants installés sur les berges lagunaires, un espace qui constitue un domaine public de référence. Sur ce total, 107 bénéficiaires ont déjà été indemnisés. Le montant des chèques distribués le mercredi 29 août dernier au 3e arrondissement de Cotonou varie entre 200 000 francs CFA et 3 millions de francs CFA en fonction de la situation de chaque ménage aux activités concernées. Une production de Eden TV. Bureau du 3e arrondissement de Cotonou ce mercredi, il est 15h. Depuis le portail, on pouvait percevoir des mouvements qui révèlent bien une affluence des grands jours. Dans l'enceinte, une bâche est dressée avec des chaises accueillant des citoyens ayant fait le déplacement. Dans un coin autour d'une table, des cartables et des chèques qui se positionnent. On en était là quand le véhicule de commandement du préfet du littoral fait son entrée. Alain Oronla en descend. Le temps de prendre langue avec les différentes autorités impliquées dans le processus de libération de la berge lagunaire est de Cotonou et la cérémonie va commencer. Donc cet après-midi, nous sommes venus avec une centaine de chèques. Les prises de parole vont du chef d'arrondissement qui va saluer ces mandants venus nombreux pour la circonstance
au représentant de l'Agence nationale du développement du foncier. Ce dernier dira que le geste de remise de chèques est un accompagnement social entrepris par le gouvernement. Accompagnement social, n'est-ce pas, à toutes ces personnes qui vont être délogées ou déguerpies de cette berge lagunaire. Pour sa part, le directeur général du développement urbain a tenu à expliquer le contexte de la libération de la berge lagunaire est de Cotonou. Elle fait l'objet de beaucoup de formes d'occupation, des formes les plus malpropres. C'est des apatams, c'est des activités qui n'ont pas droit d'être. Nous avons du trafic d'essence frelatée, nous avons des activités commerciales diverses, nous avons beaucoup de constructions en matériaux précaires. Nous avons même identifié des activités de teinture qui ont un impact négatif très avéré sur le plan de la lagune. Et donc pour autant de raisons, il était impératif que cette action puisse avoir lieu. Le préfet Alain Sourou-Oronla, pour sa part, pense que cet acte du gouvernement est une façon de saluer le civisme des occupants qui ont obtempéré à sa demande de libération. C'est des chèques de 300 000 à 3 millions, ce qui n'est pas rien, pour ce qui n'est pas dû. Et c'est aussi pour saluer le civisme des populations, après une opération de sensibilisation d'envergure, qui ont quand même manifesté un patriotisme et une docilité de nature à faciliter la mise à exécution donc, de cette libération de la berge lagunaire Est, à l'instar de ce qui a été fait au nord. C'est donc dans une ambiance de convivialité que des dizaines de chèques vont être distribués aux riverains recensés. Mais au-delà de la remise de chèques, le gouvernement reste tout aussi attentif aux différentes réclamations, diront les autorités présentes à cette cérémonie. En milieu de semaine a eu lieu l'édition 2025 de l'Oscar des meilleures associations de jeunes des départements du Bénin. Une initiative du ministère des Sports béninois qui a permis de récompenser les associations et organisations de jeunes qui se sont illustrées de par les 12 départements du Bénin. Francis Olafarami pour le reportage. Les premiers des départements recevront un chèque de 1 500 000. Les deuxièmes, un chèque de 1 200 000. Les troisièmes, un chèque de 1 million. Ils sont venus des 12 départements du Bénin pour célébrer l'excellence en matière de mouvement associatif. Il s'agit de l'édition 2025 de l'Oscar des meilleures associations de jeunes, une initiative qui vise à soutenir les actions de ces différentes organisations et mouvements. Grâce à cet appui, elles peuvent pérenniser leurs actions, élargir leur impact et initier de nouvelles dynamiques sur le terrain. Ce soir, nous célébrons des jeunes qui, à travers des initiatives dans l'éducation, l'environnement, le développement communautaire, le leadership ou encore la santé sexuelle et reproductive, ont positivement impacté nos communautés. Chers lauréats, vous êtes les artisans de l'inclusion sociale, des grains qui font fleurir l'avenir. Votre sélection parmi tant d'autres témoigne de votre engagement, de votre travail acharné et de votre détermination. Cette année, les organisateurs ont choisi une nouvelle approche. La particularité ici est le pouvoir étendu du jury qui a la latitude de réévaluer de façon rigoureuse et minutieuse tous les dossiers, sans exception. Procéder à des ajustements jugés nécessaires dans un esprit d'équité et de justice. Cette approche a le mérite d'assurer la transparence, la crédibilité du processus sur la base d'une objectivité dans l'appréciation des dossiers. Pour les nominés, la cérémonie de ce jour vient apporter un coup de pouce à leurs actions. Être nominé à ce prestigieux Oscar est pour nous un honneur. Mais, au-delà de notre propre reconnaissance, c'est l'occasion de célébrer un mouvement bien plus vaste. Notre engagement
n'est pas une course à la reconnaissance, mais un appel à la responsabilité. La jeunesse béninoise est une force et nous sommes la preuve vivante que lorsque cette jeunesse s'organise, elle devient moteur de transformation sociale. La commission technique a établi la liste des lauréats en s'appuyant sur des critères bien définis. Une présélection au niveau départemental, suivie d'une réévaluation par un comité national de sélection. Sur les 106 dossiers de candidature reçus dans les 12 départements sur le plan national, 96 dossiers ont pu être étudiés. 10 dossiers ont été ainsi éliminés par la commission. Ceci s'explique parce que 8 associations sur les 10 qui ont été éliminées ont quitté un peu le domaine d'intervention et le domaine même des critères de la présente sélection. La cérémonie d'Oscar des meilleures associations de jeunes des départements du Bénin est une initiative du ministère des Sports du Bénin qui vise à révéler le potentiel des associations des jeunes de nos départements. Hors de nos frontières, à 2 mois du scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire prévu pour octobre 2025, notamment le mois d'octobre prochain, la Commission électorale indépendante CEI enregistre un fort engouement pour le dépôt des dossiers. À la veille de la date butoir, plus d'une trentaine de personnalités ont déjà franchi cette étape, dont le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, RDA, Tidjane Thiam. Au micro de Nassirine Fatoumbi et Romaric Djessugo Benou, l'analyste géopolitique et expert en relations internationales, Hamzat Abdoulaye, s'est prononcé sur cette démarche du candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI RDA. On le suit. Alors, c'est une question qui a déjà été vidée de tout son sens dans la mesure où il y a une décision de justice qui l'exclut en principe de la liste électorale. Alors, beaucoup parlent d'une décision politico-judiciaire ou politico-juridique. Mais dans l'essence, il faut retenir que nul n'est au-dessus de la loi et la décision de la justice prime en toute chose. Donc je pense qu'il a déposé pour marquer de façon formelle qu'il est à l'encontre de cette décision judiciaire qui serait manipulée par la classe politique et particulièrement par Alassane Ouattara. Et ça montrera quelque part l'antagonisme de Tidjane Thiam vis-à-vis de ces scrutins. L'autre chose qu'on peut retenir, c'est qu'il n'y a pas que lui, il y a plusieurs potentiels candidats qui sont exclus de cette liste, dont M. Gbagbo. Et je pense que toute cette panoplie de personnes qui représentent essentiellement des partis politiques vont déposer pour montrer à l'opinion nationale et internationale qu'ils ont fait leur rôle, qu'ils ont fait la part de leur job, quitte maintenant à la commission électorale de pouvoir trier les candidatures des uns et des autres. Ce qui est certain, c'est que Tidjane Thiam a déposé pour la forme, et dans le fond, sa candidature sera rejetée, autant que celle de M. Gbagbo s'il dépose, bien sûr. Alors, dans ce genre de processus, on joue souvent sur le timing, sur le temps, on attend qui va déposer avant l'autre. Je pense que M. Ouattara, président en exercice et président à sa propre élection, candidat à sa propre élection, va essayer en tout cas de déposer dans les tout derniers moments pour essayer de maximiser sa communication autour de sa candidature. Et peut-être il a un regard sur M. Gbagbo qui va aussi certainement déposer. Revenons à Cotonou pour conclure cette édition. Le coach de l'équipe nationale, Gernot Rohr, a publié la liste des 25 joueurs appelés pour disputer les 7e et 8e journées des qualifications à la Coupe du Monde 2026, zone Afrique. Entre retours remarqués, confirmations rassurantes et nouvelles têtes prometteuses, la sélection béninoise s'apprête à jouer une étape capitale dans la course au mondial. Le compte rendu avec Romaric Djessugo Benou.
En conférence de presse ce jeudi 28 août 2025 au Novotel Hôtel à Cotonou, le sélectionneur des Guépards, Guénoth Roh, a rendu publique la liste des joueurs convoqués en équipe nationale pour affronter le Zimbabwe et le Lesotho dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Dans cette liste, on retrouve des habitués tels que Steve Mounier, Junior Olaitan, Marcel Dandinou et Olivier Verdon. Pour le Bénin, ces deux rencontres sont cruciales. Avec 8 points au compteur, classé 3e du groupe H. Après la 6e journée, le Bénin doit engranger des points lors de cette trêve pour poursuivre son rêve de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Tout autre résultat mettra les Guépards en difficulté à quelques journées de la fin des éliminatoires. Au poste de gardien de but, on retrouve Marcel Dandinou, Sartunin Alagbe et Serge Obassa. Comme défenseur, Guénoth Roh a appelé Cédric Routondi, David Kiki, Moumini, Ouorou Tamimou, Yohan Roche, Mohamed Tidjani et Olivier Verdon. Comme milieu de terrain, le sélectionneur national a fait appel à Matteo Arlevi, Mariano Awangbo, Aloko Rodolfo, Samadou Atidikou, Cécile Almeida, Dodo Doku, Imouran Hassan et Rodrigue Kossi. En attaque, on retrouvera Jodel Dossou, Fiobe Kandas, Andreas Routondi, Steve Mounier, Junior Olaitan, Rachidou Razak et Tossi Ayegou. C'est tout pour ce JT des JT de ce 31 août 2025, le dernier du mois d'août 2025. Bon début de mois de septembre 2025 à toutes et à tous. On se donne rendez-vous demain matin à 7 h pour Free Matin. Jusque-là, belle suite de programme sur ESAE TV.